Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de formation et de reconversion. Marielle Barbe est slasheuse. Ce n'est pas un métier, ce sont plusieurs métiers qu'elle exerce en même temps. Et si elle ne s'ennuie jamais, ce n'est pas pour autant toujours facile à gérer. Elle va tout nous expliquer. Plus direct, plus efficace, le mail de motivation n'est pas forcément plus simple à rédiger qu'une lettre. Arthur Pertico est là pour nous aider. Donner vie à des héros de dessins animés ou de jeux vidéo, ça a tout l'air d'être un métier de rêve. C'est celui de Mathieu, il est animateur 3D et son boulot n'a rien d'une fiction. Chez Au Doux Repassage, il n'y a que les femmes qui manient le fer à repasser. Et tout le monde se satisfait de ce partage inégal des tâches, puisque leur savoir-faire leur permet ici de se réinsérer professionnellement. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail, c'est le magazine de l'emploi. Carrefour européen à moins de 350 km de 6 capitales, 3e ville étudiante de France, une vie culturelle, une qualité de vie enviable, des prix de l'immobilier abordables, sans parler de sa braderie mémorable, ses spécialités culinaires ou encore la légendaire convivialité des ch'tis. Il y avait de très nombreuses raisons d'aller à Lille. Nous avons choisi de faire un point sur le marché de l'emploi. Bienvenue dans la capitale des Flandres, Lille. C'est ici, dans le département du Nord. La ville se situe entre Paris, Bruxelles et Londres. Si aujourd'hui le territoire est un hub européen, étudiant et attractif, son histoire industrielle et ouvrière la précède. Les activités historiques de la région de France étaient essentiellement l'industrie, le textile et également toutes les activités autour des bassins miniers. Le défi pour le territoire, trouver une alternative à la désindustrialisation. Le secteur du numérique, en effet, c'est un secteur très important pour nous. On développe une coopération dans le cadre de l'identification de personnes potentielles, c'est-à-dire qui ont des aptitudes. La structure coopère avec Pôle emploi pour orienter les demandeurs d'emploi vers de la formation. Quant à eux, ils s'occupent de l'intégration et de la fidélisation de ces demandeurs d'emploi qui intègrent l'entreprise pour occuper des fonctions de technicien, développement, études informatiques. Être formé ne suffit pas, il faut également développer un savoir-être. Nous accompagnons les demandeurs d'emploi sur les aptitudes professionnelles, notamment au travers d'une prestation qui s'appelle « Valoriser son image professionnelle », qui permet aux demandeurs d'emploi de prendre conscience de l'importance de ces comportements professionnels, de les développer, d'en acquérir pour pouvoir, in fine, se trouver à l'aise dans le milieu professionnel. Si cela ne suffit pas à vous convaincre, la chaleur du Nord saura le faire. Nous disposons d'un tissu associatif et culturel particulièrement dense qui fait la convivialité de la vie sur la métropole lilloise. Et puis par ailleurs, l'ensemble des manifestations culturelles qui sont déployées depuis de nombreuses années qui font que Lille est devenue une ville particulièrement attractive. Des entreprises se sont même laissées séduire. C'est le cas du géant américain de l'informatique, IBM, installé à Lille depuis 2013 dans cette ancienne usine de filature. On a choisi Lille parce que Lille est une métropole active, elle est proche de l'ensemble des grandes capitales européennes, il y a un bassin d'emploi très important. IBM a choisi de s'installer dans un pôle d'activité qui s'appelle Euratechnologie, dans lequel il y a maintenant plus de 4000 personnes qui travaillent, à la fois des grandes entreprises, des PME du monde du numérique et également des startups. Donc, les métiers d'IBM, ici, c'est d'aider les clients à s'adapter à cette révolution digitale. Ici, nous faisons du développement, de la gestion d'infrastructures et de la cybersécurité. À l'heure où la digitalisation rend le travail impersonnel, la firme cherche à s'impliquer dans la vie associative lilloise. Souvent, on a une image, on va dire, qui peut faire peur du numérique ou de l'informatique.
Il y a beaucoup de gens qui ont des craintes, en particulier, est-ce que la machine va remplacer l'homme, est-ce que demain j'aurai du travail, etc. Et donc, notre conviction chez IBM, c'est que les entreprises du secteur numérique ont une responsabilité particulière en matière d'inclusion. Et nous accompagnons une fondation qui s'appelle la Fondation des Possibles, afin de permettre à des jeunes qui sont en situation de précarité ou de difficulté de développer leurs projets. Et donc nous leur proposons des stages, nous les aidons également à mettre en avant leurs qualités avec des simulations d'entretien d'embauche, etc. Donc le 23 est la date retenue. Très bien. 12h30. Donc le sujet en particulier du 23, ça va être comment on peut nous être impliqués dans tout ce qui va se faire avec Euratech. D'accord. On ne pourrait pas organiser un hackathon à cette occasion-là ? On cherche à la fois des personnes expérimentées avec plusieurs années d'expérience qui sont absolument nécessaires à la croissance de notre centre de service, mais on a également besoin de compétences plus juniors, soit qui sortent d'école, soit qui sortent de reconversion professionnelle. Et on a un partenariat en particulier avec Pôle emploi. Nous avons dans notre entreprise en permanence à peu près 80 personnes, soit stagiaires, soit alternants. 80% de ces personnes sont ensuite recrutées en CDI chez IBM. Résumons, IBM recrute des designers informatiques, des développeurs informatiques, des ingénieurs réseau, des architectes informatiques, des chefs de projet. Si le numérique s'installe durablement à Lille, les terres du Nord n'en oublient pas leur tour de main. Direction Saint-André-les-Lilles, à 15 minutes en vélo du centre-ville, pour rencontrer l'entreprise Le Mailleux qui travaille pour des marques comme le slip français. Ici, on fabrique depuis 1947 des boxers, des brassières ou encore des soutiens-gorge. Nous sommes le dernier fabricant français de vêtements et de sous-vêtements, intégralement fabriqués en France. C'est-à-dire que depuis l'achat du fil, nous allons maîtriser toutes les étapes de fabrication. C'est-à-dire que nous allons fabriquer la matière, donc le tricotage. Nous allons également réaliser la coupe, la broderie, la confection, le contrôle qualité et l'expédition. Fort de l'engouement suscité par le Made in France, l'entreprise a su relancer son activité. Nous sommes labellisés Origine France Garantie et France Terre Textile, ce qui garantit que chaque étape de fabrication est réalisée en France. À minima, 75% de la fabrication est française pour France Terre Textile, ce qui est le cas pour nous, puisque seulement le fil provient de l'étranger. Après la coupe, nous allons faire un contrôle qualité sur 100% des pièces. C'est ça le savoir-faire français, c'est une rigueur à l'excellence où on vise le zéro défaut. Notre mission pour Le Mailleux, c'est de fabriquer des sous-vêtements qui soient bons pour l'homme, mais également bons pour l'environnement. Notre objectif également, c'est de travailler le recyclage, par exemple, de nos chutes de sous-vêtements en coton pour faire des nouveaux vêtements et ainsi faire une économie circulaire. Pour compléter ses équipes, l'entreprise souhaite faire appel à un savoir-faire local. Pour notre développement, nous recherchons principalement des mécaniciens, mécaniciennes de confection, c'est-à-dire des couturiers, des couturières. Parmi ces profils, le plus important pour nous, ce sont des personnes qui souhaitent travailler et qui possèdent une bonne dextérité déjà. Mais nous allons également travailler la formation en interne. Si vous souhaitez rejoindre la famille Le Mailleux, l'entreprise embauche dès à présent 15 couturiers ou couturières. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Le droit du travail, c'est un gros livre, plutôt indigeste, moins complet mais plus facile à digérer. Il y a CQFD, la rubrique qui décrypte mot à mot le monde du travail. CQFD, ce qu'il faut décoder. Vous vous êtes blessé au boulot? Même si ça n'a pas l'air grave, mieux vaut penser à le déclarer comme un accident du travail. Allons bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'accident peut être qualifié du travail lorsqu'il survient au sein de l'entreprise, mais plus largement dès lors que vous êtes en affaires pour son compte, si vous êtes en formation, en rendez-vous, ou même si vous séjournez à l'hôtel lors d'un déplacement. Si l'accident survient en allant au travail, on parlera plutôt d'accident de trajet, mais les compensations financières et les démarches sont identiques. Pour faire reconnaître l'incident comme un accident du travail, l'apparition d'une lésion corporelle ou psychologique à la suite du choc doit être constatée par un médecin. Et le salarié doit en informer son employeur dans les 24 heures, en précisant le lieu, les circonstances de l'accident et l'identité des témoins éventuels.
C'est important en cas d'accident grave, bien sûr, mais aussi de petits bobos, car en cas de complications, vous ne pourriez pas bénéficier du remboursement total des soins que permet cette reconnaissance. Votre employeur doit ensuite, sous 48 heures, faire une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie. Une indemnité journalière est versée pendant toute la période de rétablissement. Elle représente 60% du salaire journalier de base durant les 28 premiers jours, 80% ensuite. Des critères comme l'ancienneté peuvent entraîner le versement par l'employeur d'une indemnité complémentaire. Elle devient obligatoire si l'accident est la conséquence d'une faute inexcusable de l'entreprise. Enfin, si des séquelles vous empêchent de reprendre le travail normalement, vous pourrez prétendre à une indemnisation spécifique. CQFD. Marielle ne savait pas quoi répondre à sa fille quand elle lui demandait quel métier elle faisait. Et pour cause, elle en avait plusieurs en même temps. Aujourd'hui, notre hyperactive multicompétence a trouvé un mot qui résume son CV un peu compliqué. Elle est slasheuse. Le temps où l'on faisait toute sa carrière dans une même entreprise est terminé. Celui où l'on exerçait le même métier toute sa vie sera bientôt révolu. Mais slasheuse, est-ce pour autant un métier d'avenir ? Bonjour Marielle. Bonjour Cadine. Alors donc vous êtes slasheuse et depuis toujours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot slasher vient du mot slash, de la barre oblique que l'on a sur nos écrans d'ordinateur. Et un slasher, c'est un mot qui a émergé il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Et c'est une personne qui cumule plusieurs activités en même temps. Mais alors, est-ce que c'est une nécessité économique, par exemple ? Alors, il y a évidemment des slasheurs qui le sont par nécessité économique, pour pouvoir boucler leur fin de mois. Mais ce qui fait du slashing, justement, un phénomène de société, c'est qu'aujourd'hui, 70% des slasheurs le sont par choix. Par choix pour avoir une liberté dans leur vie professionnelle et pour avoir cette possibilité de ne jamais s'ennuyer, de pouvoir explorer des territoires tout au long de leur vie professionnelle et de construire leur parcours d'une manière qui n'est pas forcément linéaire, du point de vue de l'extérieur, même si pour eux il y a toujours une logique, mais plutôt par itération, par boucle, en s'engageant dans des sujets et puis en faisant différentes choses qui les passionnent. Alors vous, justement, vous avez toujours slashé ? Au départ, je ne savais pas que j'étais slasheuse. J'ai découvert que j'étais slasheuse après 25 ans de vie active. Donc pendant 25 ans, ça a été compliqué parce que je pensais que j'étais juste une extraterrestre, que je n'étais pas adaptée au monde du travail, que je n'avais pas trouvé ma vocation et j'attendais que ça tombe du ciel. J'espérais vraiment avoir une révélation. Et parfois, j'y croyais, je trouvais quelque chose, une activité, je m'engageais, je me formais parfois pour ça. Puis au bout de quelques mois, je m'ennuyais. Mais justement, ça, est-ce que ça n'angoisse pas un peu vos employeurs quand vous leur dites « alors je suis ça, je fais ça et je fais aussi ça et quand j'ai un peu le temps, je fais aussi ça derrière ». Le regard extérieur est très complexe quand on a un slasher. Ça a été mon cas. Donc ça renvoie à une non-légitimité, au fait d'être instable. Et donc c'est comme ça que c'est perçu aussi dans le cadre de l'entreprise encore aujourd'hui. Alors pour bien comprendre ce que c'est que d'être slasher, je vous propose ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je suis rédactrice dans une agence de presse, également sophrologue et enfin créatrice de foulards. Ça nécessite une certaine organisation. En tant que rédactrice, je travaille dans un bureau au sein d'une agence de presse, alors qu'en tant que sophrologue, je travaille à l'extérieur, chez les gens. Et enfin, pour créer mes foulards, je vais à l'extérieur chercher toute la matière première et ensuite, je les crée à la maison, chez moi. En ce qui me concerne, il ne s'agit pas de tout compartimenter. Par exemple, 3 jours par semaine, je suis dans une agence de presse où je pratique mon métier de rédactrice, mais les autres activités sont toujours là, dans la tête, dans une pause, dans une situation, dans un article que j'écris. Alors, quels sont les inconvénients à être slasher ? Je dis souvent que le slasher, il a la quadruple peine. On pose un regard sur lui un peu suspicieux parce que voilà, c'est un il cumulard. En fait trop pour, voilà, c'est un cumulard, donc c'est trop pour être honnête. Il doit, comme n'importe quel indépendant, chercher son boulot, mais lui, il doit en chercher plein de différents. Il a plusieurs statuts. Je connais des slashers qui ont 4 statuts, qui sont salariés à la maison des artistes, auto-entrepreneurs et puis intermittents du spectacle. Donc ça veut dire qu'il faut gérer ces 4 statuts. C'est un full-time job de gérer tout ça en termes administratifs. Et puis en termes de protection sociale, eh bien, ça dilue autant aussi les protections sociales. Et quand vous allez voir un banquier en disant « je voudrais acheter une maison », vous dites « non ».
Et l'inconvénient du slasher aussi, c'est qu'il a la sensation parfois qu'il s'éparpille et il a peur de se perdre. Et il peut se perdre parce que le moindre sujet qui lui fait de l'œil, il a envie d'aller l'explorer. Et la clé, c'est de trouver le fil conducteur. Parce que quels que soient les slashers que je rencontre, que j'accompagne, même s'ils sont, c'était le cas d'une personne que j'ai rencontrée à Montréal cet été, qui est pilote de ligne, numérologue et décoratrice d'intérieur, mais quand on fouille, on trouve toujours un fil conducteur qui raconte quelle est la raison d'être de la personne. Oui, il y a une colonne vertébrale un peu. Donc en fait, il y a toujours ce fil qui raconte finalement l'histoire de la personne. Et moi, je croyais quand j'avais 25 ans que c'était la musique ma passion, et pas du tout. C'était d'aller révéler dans les collèges et les lycées avec des jeunes en Seine-Saint-Denis, grâce à la musique, leur potentiel et de les aider à faire émerger ce potentiel. Et quand je coach quelqu'un aujourd'hui, c'est pareil. Quand j'accompagne un chef d'entreprise, c'est pareil. Donc il y a toujours quelque chose de commun. Et vous pensez que c'est l'avenir, le slashing? Moi, j'ai interviewé une trentaine de slasheurs dans le livre. Aucun n'est au chômage. En revanche, s'ils n'avaient pas eu cette capacité d'adaptation, la moitié d'entre eux, à un moment, seraient allés pointer chez Pôle emploi. Donc, c'est aussi un avantage. Avantage dont l'entreprise aussi vraiment pourrait, en termes de créativité, en termes d'adaptabilité, en termes de bien-être au travail, donc de prévention des risques psychosociaux, d'innovation. Enfin, moi, je suis convaincue que voilà, tout le monde a y gagné. Après, il faut effectivement encadrer ça pour que les gens soient protégés autant qu'un salarié. Voilà, donc il y a évidemment énormément de choses à réinventer, mais on est dans une évolution du travail qui est fulgurante. Merci beaucoup, Marielle. Je rappelle le titre de votre livre, Profession Slasher, et c'est édité chez Marabout. Merci beaucoup, Kadi. Quand on a plusieurs métiers, ça veut dire aussi qu'on a plusieurs lettres de motivation. Heureusement, on peut faire plus court avec un simple mail de motivation. Plus court, mais pas forcément plus simple. C'est ce que nous explique Arthur Perticose. Si les DRH aiment toujours recevoir le classique CV et sa fidèle lettre de motivation, aujourd'hui c'est par l'email qu'on fait mouche. Pour le recruteur, l'email de motivation a plusieurs avantages. Il est compact, simple à archiver et à partager. On commence donc par les détails pratiques pour lui faciliter le travail. L'objet du mail doit être clair. Candidature, poste visé, identité. Claire encore votre signature. À la fin du mail, elle reprend vos prénoms, noms, numéro de téléphone portable et tous les liens utiles, à commencer par votre profil en ligne. Pour les pièces jointes, le recruteur doit pouvoir les retrouver sans problème dans son ordinateur. On les nomme selon leur contenu, CV, lettre de recommandation, motivation, et on ajoute son nom. N'oubliez pas que des candidats, il y en a des dizaines par jour. Enfin, si votre adresse mail ne fait pas très sérieux, mieux vaut en créer une autre. Maintenant, le contenu. La différence entre le combo lettre de motivation CV et le mail de motivation, c'est que ce dernier est plus direct. Bien sûr, direct, ça ne veut pas dire familier, juste plus court et impactant. Première partie, pourquoi je candidate. Deuxième partie, qui je suis et quel est mon projet. Troisième partie, ma motivation et mon adéquation avec l'entreprise. Deux petits conseils encore. Cliquer sur envoyer, c'est facile, mais résistez à la tentation de la campagne d'emailing sauvage. Pour être efficace, votre mail doit être ciblé et personnalisé pour de vrai. Et on ne shoote pas d'email au milieu de la nuit, en fin de journée, le vendredi soir, mais à des heures de bureau décentes. Ça prouve que vous n'êtes pas déconnecté du marché du travail. Et voilà le travail. On peut adorer les dessins animés, être fan d'effets spéciaux et passer son temps à jouer aux jeux vidéo. On peut aussi les fabriquer. Ce métier de rêve, pour ceux qui ont la passion des images et des images de synthèse, c'est celui d'animateur 3D. Et c'est celui de Mathieu. Oui, il a beaucoup de chance et beaucoup de boulot, car c'est un métier très recherché. Je suis arrivé dans le jeu vidéo par passion, la passion du jeu, du cinéma. J'ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je travaille, donc je joue un peu moins. Je suis animateur 3D depuis 15 ans à peu près. Un marionnettiste virtuel, on peut résumer ça à ça, ouais. On n'a pas de fil, on a des manipulateurs et on crée un enchaînement de postes qui finalement va déboucher sur un mouvement. Le but ultime, c'est ça, c'est de créer de l'émotion à travers le mouvement du corps, le mouvement de mains, de visage, et de créer du ressentiment. C'est comme le métier d'acteur, sauf qu'effectivement, on ne s'exprime pas par notre corps, mais par un corps virtuel, quoi. Dis-moi tout.
Alors là, j'ai la semaine pour retaper éventuellement le premier gardien. Chaque fois qu'il tape, là. Ah d'accord, et donc au final il va faire plus qu'un demi-tour. Ouais. J'ai fait 2 ans à la fac, donc un doc d'art plastique. Ensuite 2 ans de spécialisation en infographie, donc là où on apprend les logiciels de graphisme, d'animation. Après on vient se spécialiser. Ouais, il y a juste un coup que je trouvais un peu bizarre dans l'attitude, c'est celui où il tape vraiment entre ses jambes. Ouais. Déjà, on se pose la question de comment doit bouger le personnage, donc savoir si c'est quelqu'un d'empoté, si c'est quelqu'un de fort, de faible. Pareil, en fonction de sa psychologie, si c'est quelqu'un de déprimé, si c'est quelqu'un de très content, il va bouger différemment. Donc il y a toute une réflexion en amont, comme un réalisateur peut parler à ses acteurs, savoir ce qu'il désire pour une séquence ou pour une autre. Si tu vois d'autres trucs, tu me dis, il faut être très observateur. Comme tout artiste qui cherche à reproduire la nature, en fait. Parfois, on croit reconnaître une personnalité de quelqu'un juste en le voyant bouger. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'interprète cette personne comme étant en colère ou comme étant contente, sans lui avoir parlé. On a aussi notre corps, tout simplement. C'est pas rare de voir en plein milieu de l'après-midi quelqu'un qui se lève, faire une galipette et puis retourner à son écran et tout le monde trouve ça normal. On fait beaucoup de recherches aussi de références vidéo, donc beaucoup de documentaires animaliers quand on veut animer une créature qui s'approche d'un buffle ou d'un gorille ou je ne sais quoi. Ouais, puis il y avait un petit côté gorille, singe. Tout de suite, la posture fait primate, quoi. Il y a des règles d'animation. On regarde pas fixement une personne. En général, on regarde un petit peu sur le côté, sinon ça donne un côté un peu bizarre, un peu robotique. Le sourire, c'est ce qu'il y a de plus piège à rendre crédible. Ça devient vite bizarre, un sourire en 3D, donc c'est assez compliqué, ouais. On donne de la richesse comme ça à travers des micro-détails qui ont leur importance. C'est un jouet, quoi. Il fait peur, hein. Quelqu'un qui me sourit comme ça, moi j'ai pas confiance. Une autre façon de faire de l'animation, c'est de capturer les mouvements, donc ce qu'on appelle la motion capture. On fait appel à des acteurs qu'on équipe avec des pyjamas et des balles de ping-pong collées dessus, qui sont filmés avec des dizaines de caméras, et on demande à ces acteurs de faire des performances de jeu, de courir, d'attaquer, et on récupère une banque d'animation qu'on va revenir travailler ensuite dans nos logiciels de 3D. Pour que tout fonctionne bien, effectivement, on teste dans le jeu directement, voir si tout s'enchaîne correctement, s'il n'y a pas une attaque qui va trop vite et qu'on ne peut pas anticiper en tant que joueur, ce qui serait frustrant. On fait des réglages petit à petit pour avoir une créature qui soit jouable. C'est un travail assez long. Il y a certains studios, comme les grands studios d'animation, qui tournent en général à 1 seconde d'animation par jour, par personne. Nous, on n'en est pas là, on est plus à 2 ou 3 secondes d'animation en fait, par jour, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Oui, je vois ça. Non, c'est juste la morphologie qui est trop différente et on se retrouve avec des trucs comme ça. Un junior dans le jeu vidéo peut-être payé entre 1007, 1008 net peut-être. Et puis après, en senior, ça peut peut-être monter jusqu'à 3000. Voilà, ça fait 2 ans et demi facile qu'on est sur le jeu. En général, on est content de le finir. On le lâche dans la nature et puis on le donne au public. Faites-en ce que vous voulez, avec les retours qui sont plus ou moins bons, mais c'est tout ça, c'est comme ça qu'on avance, quoi, aussi. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché du travail. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et les initiatives solidaires. À Pontarlier, où elle est installée, et dans la région, l'association Eau Doux Repassage lutte pour l'insertion des femmes autour de cette activité. Ses missions, l'accueil, l'embauche et la mise au travail des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés professionnelles et sociales particulières.
Nous organisons le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de nos salariés. Nos supports techniques sont l'accueil, le repassage, la couture, le tri et la vente de vêtements de seconde main. Ces supports nous permettent de développer et consolider des compétences transférables, les savoir-faire, les savoir-être. L'objectif principal de notre association est donc de permettre à des personnes de retrouver confiance en elles, une estime de soi, de retrouver un travail. Marina est arrivée en France en 2016 sans avoir un niveau de langue suffisant pour décrocher un emploi. L'association lui a permis de s'insérer professionnellement. J'avais besoin d'être soutenue dans mon projet d'insertion professionnelle et grâce à Pôle emploi et au Douré Passage, j'ai pu obtenir mon premier emploi. J'occupe le poste de couturière et j'interviens également sur le poste d'accueil de la structure. Je suis donc en contact avec les clients. Grâce à ces activités, j'ai beaucoup progressé en langue française et acquis de nouvelles compétences. Je me sens maintenant prête à entrer sur le marché de l'emploi. Les bénéfices d'un passage par l'association sont donc bien réels et les contrats aussi. Pôle emploi nous donne un agrément de 2 ans maximum, c'est-à-dire que chaque personne qui arrive chez nous a un contrat CDDI, contrat d'insertion de 6 mois à 24 heures. Les horaires peuvent être augmentés jusqu'à 35 heures suivant la motivation, les levées des freins à l'emploi, etc. Une personne sur 2 qui est chez nous ressort avec ou un emploi ou une formation. Si vous souhaitez contacter Odoo Repassage ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'emploi. C'est le moment de prendre un papier, un crayon ou de noter dans votre smartphone. Parce que la gendarmerie, ce n'est pas que le terrain, l'institution recrute des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif. Pour ces fonctions, elle recherche des compétences humaines et techniques en restauration par exemple ou en réparation automobile. Un concours est organisé en septembre, donc on passe à l'action. Assurer la protection de la population vous a toujours fait rêver? Sachez que le prochain concours pour devenir gardien de la paix aura lieu le 17 septembre prochain. Les conditions? Vous devez posséder la nationalité française, avoir moins de 35 ans et être titulaire du bac. Un casier judiciaire vierge est également requis. Et pour plus d'infos avant de candidater, allez patrouiller sur le site La Police Nationale Recrute. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris défend les 124 communes des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Plus de 120 personnes chaque mois font leur entrée dans une caserne de la BSPP, alors pourquoi pas vous? Pas de date précise, ni de concours pour être pompier. Le conseil reste de bien vous préparer pour les sélections sportives et de vous présenter simplement au centre d'information et de recrutement des forces armées proches de chez vous. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.